Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session, à ce nouveau module où nous allons déployer ensemble une machine virtuelle, histoire de vous illustrer un petit peu tout ce qu'on a vu précédemment. Et le tout en compagnie de Florent Chambon. Eh bien, bonjour à tous. Et effectivement, aujourd'hui, on s'est dit que on allait illustrer un peu tout ce blabla avec de la pratique. Et donc, Michael, je te propose de montrer comment on peut créer une machine virtuelle pour commencer. Et oui, alors d'abord, parlons un petit peu des prérequis. En gros, on va parler d'abord du ressource group. Le ressource group, c'est ni plus ni moins, n'ayez pas peur, hein. On verra tout ça plus en détail dans les sections, dans les sessions techniques. C'est tout simplement dire un répertoire qui nous permet de classifier nos ressources. Que vous vouliez mettre dans un répertoire toutes vos machines virtuelles concernant la production, un autre répertoire concernant, je ne sais pas, la pré-prod. Après, on peut avoir une logique complètement différente avec un répertoire pour toutes les cartes réseau, un répertoire pour les machines virtuelles, un répertoire pour les disques durs. Et tout ça, effectivement, ça va être lié aux différents rôles Airback. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot le temps que je trouve un nom sympathique à mettre. Oui, en complément de l'organisation par projet, comme tu viens de le citer, ou par type de ressources techniques, on va pouvoir également définir des permissions d'accès au niveau de ces groupes de ressources. Et donc, ça va permettre comme ça de segmenter et de cloisonner les différents intervenants afin que chacun puisse finalement accéder et travailler uniquement sur les ressources techniques auxquelles il a accès pour des questions de sécurité. Bon, le Alors, temps un de autre passager le avantage temps, qu'on tu veux peut un mot. avoir également, c'est la possibilité tout simplement effectivement, de faire aussi du suivi de coûts basé autour des groupes de ressources pour des questions de facturation. Voilà, donc là j'ai eu le temps de trouver la dénomination. Blabla démo 1, ça me semble plutôt pas mal. Tac, on va faire un petit create. J'ai sélectionné tout simplement la région qui va le mieux correspondre finalement à mon utilisation. Donc actuellement nous sommes en France, donc ça me semblait plutôt approprié. Tout en haut à droite, au niveau du portail, je vais avoir une petite alerte qui me dit que mon ressource groupe a été créé. Je vais me positionner dans ce dernier, blabla démo 1. Et ici, je vais tout simplement pouvoir ajouter une nouvelle ressource. Donc dans notre scénario, par exemple, on va prendre le cas tout simplement le plus courant, hein, de Windows Server. Donc là, je vais tout simplement finalement piocher dans le marketplace que Azure me met à disposition. Donc, je vais avoir tout plein d'images, donc des images qui vont peut-être intégrer SQL, de l'Oracle, et voilà, ou autre logiciel du marché. Moi, dans mon scénario, un Windows Server 2019 Data Center fera très bien l'affaire. Nous allons cliquer sur Create. Et là, des options de configuration vont nous être mises à disposition. Donc, dans un premier temps, effectivement, je vais sélectionner le ressource group dans lequel je veux me positionner. Je vais donner un nom à ma machine virtuelle. Donc, dans mon cas, par exemple, domaine contrôleur 1 -HQ, hop, pour headquarter, par exemple. Je vais mettre un tiret blabla, histoire de bien le retrouver. Hop. On va sélectionner la région. Donc, on va encore se positionner au niveau de la France centrale. Je vais pouvoir sélectionner une zone d'availability, de disponibilité. Donc très rapidement, l'availability set, ça va nous permettre finalement à deux machines qui font le même travail d'être sur des domaines de panne différents au niveau du data center. Donc imaginez deux bases de données qui répliquent entre elles, ce serait dommage qu'elles soient positionnées au niveau du même disque dur dans le data center. Le fait qu'elles rejoignent le même availability set, ça va leur permettre d'être, je vais dire, réparties dans le data center avec des alimentations dédiées, des domaines de mise à jour différents également, hein. S'il y a une partie du data center qui est mise à jour, l'autre serveur ne sera pas impacté, et ainsi de suite. Donc là, dans mon cas, je vais avoir qu'une seule VM. Ici, Florent, on a différentes sizes, différentes tailles. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur à quoi cela correspond? En fait, on va venir puiser dans un catalogue de modèles de machines virtuelles, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément dire, voilà, je veux une machine avec 3 vCPU et 5,6 Go de mémoire. On va simplement venir choisir le modèle qui correspond. Et aujourd'hui, on a un catalogue qui est extrêmement vaste et varié, suivant l'usage tout simplement qu'on souhaite faire. Donc, si on a besoin de machines pour faire
web, pour héberger peut-être des bases de données, faire peut-être du rendu graphique éventuellement. Là encore, on va retrouver à chaque fois un modèle qui va correspondre à notre usage. Et puis, on voit ici qu'on a sur l'écran en fait toutes les caractéristiques techniques de chacune des typologies de machines en termes de nombre de processeurs virtuels, de mémoire, RAM disponible, et puis de performance disque en termes d'IO qui vont être donc adressables avec cette machine. Et enfin, ça reste toujours important d'avoir une petite visualisation de cette métrique-là, un coût estimé évidemment du fonctionnement de la machine au mois. Et là, parfait. Donc effectivement, derrière, on va pouvoir mettre des filtres pour sélectionner finalement la machine virtuelle qui correspondra le mieux à nos besoins. Notez bien que cette, cette taille peut être modifiée par la suite. C'est ce qu'on appellera le scale-up, ce qui nous permettra de monter en gamme la machine virtuelle. C'est un peu comme chez vous, lorsque vous vous dites, tiens, j'ai pas assez de puissance, je vais racheter un processeur, racheter de la RAM. Sauf que là, le cas échéant, au vu de la flexibilité du cloud, vous n'avez pas à recommander du matériel. Le matériel est déjà disponible et on va simplement bouger votre machine virtuelle sur la machine la plus adaptée, la machine physique la plus adaptée. Ouais, ça fait écho à ce qu'on avait dit effectivement en introduction sur l'agilité du cloud computing. Peut-être que le lundi, on va finalement avoir besoin d'une Clio pour se déplacer. Le mardi, on aura peut-être besoin d'un utilitaire type Kangoo pour transporter des marchandises. Et peut-être que le mercredi, on va sortir la Ferrari pour se faire plaisir. C'est exactement la même chose avec le cloud computing. Ça va s'adapter à vos besoins. Alors, une petite notion qui est importante, une fois que j'ai renseigné mon mot de passe admin, qui sera autogénéré sur cette machine virtuelle, je vais pouvoir spécifier le port, en fait, le port de communication qui va me permettre par la suite de prendre la main sur cette machine. On verra que ce n'est pas forcément nécessaire, mais pour des raisons de simplicité et de compréhension, on va le laisser. C'est tout simplement qu'au niveau du firewall de cette machine virtuelle, qui aura une adresse IP publique dans un premier temps, on pourra s'appuyer sur cette adresse IP publique pour se connecter en 3389, donc sur le port RDP, pour tout simplement prendre la main à distance et administrer cette machine. Cette petite option, Florent, de SageMoney, est-ce que tu veux en dire un petit mot lorsqu'on a déjà une licence Windows ? Oui, c'est un bénéfice contractuel qui permet de réutiliser en fait les licences Windows Server qu'on peut déjà avoir à demeure dans sa salle machine, dans son data center. À partir du moment où vous les avez payés avec une software assurance, Microsoft permet de les réutiliser donc sur les machines virtuelles Azure et donc de faire baisser le coût horaire de la machine virtuelle puisque votre licence va être réutilisée. On Très passe à bien. la partie disque. Concernant la partie disque, effectivement, différentes options à notre disposition. Le HDD est tout simplement un disque mécanique qui sera plus lent qu'un disque SSD. Le SSD Premium, quant à lui, fournira des IO, j'allais dire, une performance supérieure à la standard. On verra tout ça en détail lorsqu'on attaquera le stockage. Tout ça impliquant j'allais dire, une variation au niveau de la facturation à la fin. Donc relativement important. On va partir, nous, dans un premier temps, sur du standard. Et vous voyez ici que vous êtes dans la capacité de rattacher des disques de données. Donc typiquement, je vais prendre là un cas un peu précis, dans le cadre d'un contrôleur de domaine, il faut savoir que le disque système, lui, fait du cache. Et lorsqu'on veut faire de la réplication entre contrôleurs de domaine, par exemple avec le sysvol et le NTDS, le cache disque n'est pas supporté sur le disque dur. C'est pour ce faire, qu'on va créer finalement un nouveau disque. Là, par exemple, en 1024, ça suffira très largement pour nos besoins. Je vais pouvoir effectivement dire qu'il est en cache only read-write ou qu'il ne fait pas de cache. Donc dans ce cas précis, effectivement, cette option me sera bien utile. Retenez juste que vous allez pouvoir rajouter autant de disques de données que la machine virtuelle, que le type de machine virtuelle que vous avez sélectionné le supporte. On va passer à la partie network. Donc la partie network, notez juste que là, il va nous spécifier un réseau par défaut, mais on aurait très bien pu imaginer créer ce réseau en amont. Donc typiquement, je peux faire un create new pour voir un peu les différentes options qui sont à ma disposition. Vous allez pouvoir sélectionner finalement votre range d'adresse IP, les différents subnets que vous voulez utiliser. Donc là, je pourrais très bien me dire, tiens, je vais l'appeler, ça va être pour mes contrôleurs de domaine. Donc, je sais pas, subnet 1-DC. À vous de voir la nomenclature que vous voulez utiliser. Je vais faire un OK.
De base, comme on précisait tout à l'heure, votre machine virtuelle, donc ça c'est côté sécurité, c'est pas forcément top, mais ça va vous permettre de prendre la main dessus assez rapidement. C'est tout simplement qu'on va attribuer une adresse IP publique à votre machine virtuelle. On en parlera plus en détail lorsqu'on abordera justement, on va monter ensemble des architectures complexes pour adresser des besoins clients des entreprises et on verra comment sécuriser tout ça. La première chose étant justement de supprimer les adresses IP publiques qui vous ont été assignées lors de la création. Derrière, on garde notre port. On parlera de tout ça de la partie load balancing une autre fois lorsqu'on attaquera la partie haute disponibilité. Je pense que là, on va pouvoir faire review and create. Tac. Et on verra toutes les options avancées une autre fois lorsqu'on en aura besoin. Donc là, un petit récapitulatif. On clique tout simplement sur create. Et comme tout à l'heure, effectivement, on va pouvoir suivre le déploiement opérationnel au niveau de la fabrique Azure en step by step. Donc là, je peux voir que les différentes composantes sont en cours de création. J'ai une interface réseau, une ressource interface réseau qui a été provisionnée. J'ai le Network Security Group. Florent, tu veux en dire un mot histoire de combler? Du temps que effectivement, les ressources sont toutes provisionnées, on a le Network Security Group qui est concrètement un ensemble de listes de ce qu'on appelle de contrôle d'accès qui vont permettre de préciser le type de trafic réseau autorisé, le trafic réseau entrant sur la machine et le trafic réseau sortant que je souhaite autoriser ou au contraire explicitement refuser pour protéger, encore une fois, améliorer la sécurité de l'operating system et des données qui vont s'y trouver pour limiter notamment la surface d'attaque. Donc en fait, vous voyez bien le NSG, le Network Security Group, finalement comme un firewall intégré. On va pouvoir retrouver finalement au niveau de la machine virtuelle, au niveau du subnet et au niveau du VNet. Donc relativement sympathique, effectivement, lorsqu'on veut faire du filtrage au niveau des communications inter-réseau. Et puis ça ne coûte pas plus cher. Hein. Non, effectivement. Le temps qu'elle se crée, je vais vous montrer la manière différente de créer un VNet de manière indépendante. Donc, vous avez une partie Virtual Network que l'on va retrouver ici. Donc, également, je vais pouvoir voir l'intégralité des réseaux qui sont liés à mon tenant Azure. Mais voilà, je vais pouvoir faire ajouter. Le ajouter, on peut le faire absolument n'importe où, dans n'importe quelle ressource groupe, à n'importe quel niveau, et derrière, on pourrait spécifier un autre emplacement pour le stocker. Donc là, j'aurais voulu marquer vers VNet blabla, VNet test blabla, par exemple. Je vais pouvoir sélectionner donc du coup un adresse space, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On sélectionne, c'est simplement pour vous dire qu'on peut le créer de manière indépendante. Je vais le mettre dans mon ressource groupe blabla démo 1. Là, je vais mettre pareil, démo-ID par exemple, le subnet ID. Et ce qui vous permettra finalement de créer autant de subnets que vous voulez. Retenez juste que le but du jeu, c'est simplement que l'intégralité de vos machines virtuelles soit sur le même VNet, si possible, pour justement faciliter la communication entre ces dernières. C'est un petit peu exactement la même chose que vous feriez chez vous. Considérez que c'est un switch, tout simplement. Et si toutes les machines sont connectées au même switch, donc à savoir au même VNet, elles pourront communiquer entre elles. Si elles sont sur des VNet différents, elles ne pourront pas communiquer entre elles de base. Il faudra trouver des moyens, tels que rajouter des routeurs pour la communication inter-réseau. Donc là, mon déploiement a été finalisé. Très bien. On va retourner très rapidement dans le ressource group pour voir toutes les différentes ressources qui ont été mises à nos dispositions. Donc le ressource group, on l'avait appelé blabla démo 1. Je me positionne là-dessus. Et là, je vais voir l'intégralité des ressources qui ont été provisionnées. Donc là, vous voyez ça, c'est le deuxième VNet que j'ai créé. Je vais pouvoir tout simplement me positionner dessus si, admettons, je n'en veux plus. Voilà, considérez, comme je vous le disais, que c'était tout simplement un switch. Et je vais pouvoir le supprimer. Tac. Voilà, ce dernier sera ainsi nettoyé et n'apparaîtra plus au niveau de mon interface. Ouais. Ce qui est quand même un petit peu plus pratique que si on avait à faire l'opération chez soi. Il faudrait venir enlever les câbles, dévisser le switch de la baie et puis mettre ça au rebut. C'est quand même beaucoup plus simple et rapide. Donc là, vous voyez quelques options, quelques ressources finalement qui ont été créées. Le VNet,
le fichier de diagnostic qui est au niveau d'un compte de stockage, on verra ça par la suite, la machine virtuelle en elle-même, son adresse IP publique, comme je vous disais, c'était une ressource séparée, le NSG que Florent vous a présenté, l'interface réseau et nos deux disques de données. Il y a le disque primaire de la machine système, enfin le disque système, le C2 points, et un disque de données que nous avons créé en plus, qui est un et en no cache. Donc maintenant, on va tout simplement pouvoir se positionner au niveau de la machine virtuelle. Donc, nous avons pas mal d'options à notre disposition qu'on découvrira tout au long de notre expérience autour de cette série de webcasts. Et j'ai un bouton Connect à ma disposition. Je clique dessus. Et là, je vais avoir différentes, j'allais dire, possibilités pour me connecter sur ma machine virtuelle. La première étant celle que vous connaissez tous. Aujourd'hui, vous redirigez potentiellement, vous faites de l'IP forwarding pour rediriger le port 3389 sur votre machine. Et là, c'est pareil, on va attaquer le 3389 sur son adresse IP publique. Et derrière, effectivement, on communiquera directement avec la machine. Ce qui n'est pas une bonne pratique. Considérez bien qu'aujourd'hui, par exemple, un contrôleur de domaine n'a pas d'adresse IP publique en tant que tel. Mais en attendant qu'on construise, j'allais dire, notre infrastructure et qu'on mette une passerelle qui va centraliser les communications avec l'extérieur, pour l'instant, ça va nous faciliter la chose. Donc, je vais cliquer sur Download RDP File. Ah, Florent, tu me diras, vu que je partage que le navigateur, est-ce que le RDP File va apparaître? Je ne pense pas. Tu le vois ou pas? On voit juste le téléchargement du fichier, mais pas pour l'instant l'accès à Ah la non. machine. Ouais, alors du coup, on ne le verra pas. Alors, considérez effectivement, vous cliquez sur Download RTP File, vous avez le fichier et vous allez pouvoir cliquer sur Se connecter et automatiquement, vous aurez le déport d'écran de votre machine virtuelle. D'autres options également sont à votre disposition. Vous avez du SSH, Florent, peut-être pour du Linux ou autre système en ligne de tous commande. les, tous les environnements globalement du monde open source qui traditionnellement s'administrent via SSH, donc sont accessibles par le même mécanisme, avec un accès sur le port 22, le port du SSH sur l'IP public. Mais encore une fois, comme tu l'expliquais bien, ce n'est pas la pratique recommandée, surtout pas pour des systèmes qui vont aller en production. Et pour ça, la dernière option, et le teasing est insoutenable, à partir du moment où tu vas cliquer dessus, va être effectivement une des bonnes façons, en tout cas, de pouvoir administrer à distance ces services tout en ayant une sécurité complète au niveau des systèmes, puisqu'il s'agit du service dit de Bastion. Qui va nous permettre tout simplement d'encapsuler le protocole RDP dans du 443, dans du HTTPS sur le port 443. Une fois la connexion initiée jusqu'au bastion, ce dernier communiquera avec l'adresse IP privée de la machine, ce qui évite que la machine soit exposée de manière directe sur Internet. Donc effectivement, une des meilleures pratiques, et Florent, je pense qu'on verra tout ça dans des prochaines démonstrations. Une dernière chose à notifier, vous qui découvrez effectivement le monde du cloud, sachez juste qu'au niveau d'une machine virtuelle, vous n'allez jamais modifier son adressage IP directement au niveau de sa stack. Donc lorsque vous allez vous connecter, vous souvenez-vous, un petit clic droit sur saccade réseau, propriété, une stack TCP/IP V4, et là vous modifiez son adressage IP. Ça ne se fait pas comme ça au niveau d'Azure. Lorsque vous voulez modifier l'adressage IP d'une machine, vous pouvez tout simplement aller au niveau de la machine virtuelle, comme ici, et aller dans la partie networking. Et c'est ici que vous allez faire sa configuration IP si vous souhaitez la modifier. Donc là, je vois effectivement que j'ai mon interface réseau. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et ici, je vais pouvoir spécifier CDNS dans un premier temps. Si, admettons, effectivement, dans le cadre d'un contrôleur de domaine, vous savez, ces prérequis, c'est qu'il soit lui-même en DNS pour qu'il puisse faire ses enregistrements SRV et autres. Et la partie IP configuration, qui nous permettra ici, tout simplement, de spécifier si je clique dessus, ce sera mieux. Si on travaille avec une adresse IP dynamique, parce qu'au niveau du VNet, sur chaque VNet, on a un DHCP,
ou si je veux avoir une adresse IP statique, ce qui va être mon cas ici. Je veux que mon serveur ait une adresse IP statique, donc pensez bien à venir cocher cette petite case ici. Également, par la suite, lorsque vous aurez configuré votre machine et que vous aurez les systèmes de bastion pour prendre la main sur l'adresse IP privée, vous pourrez désactiver l'adresse IP publique. Je pense que pour une première démonstration sur les machines virtuelles, on est plutôt pas mal. Florent, est-ce que tu avais un point à rajouter ou on peut se souhaiter une excellente journée à tous les deux? C'est déjà, écoute, très bien complet comme premier service déployé, donc qui illustre un des premiers niveaux de service de type puissance de calcul qu'on peut déployer dans Azure, donc la machine virtuelle qui est très simple à mettre en œuvre et très rapide. Est-ce qu'on fait un petit teasing sur les prochaines démos qu'on va réaliser rapidement pour illustrer les différents slides qu'on a vus précédemment? Oui, bah dans la foulée, hein, rappelez-vous, hein, dans la session concernant les principes du cloud, en introduction, on vous expliquait qu'il y a différents types de puissance de calcul. On vous a notamment briefé sur ce que représente la machine virtuelle. On a vu aussi qu'il y a des nouvelles options de type container. Donc, ça fera l'objet, en effet, d'une des prochaines démonstrations. On va vous montrer comment on peut très vite déployer du container et concrètement à quoi ça ressemble en pratique. Et on continuera de descendre pour atteindre le monde du serverless, où là, on ne se préoccupera plus je dirais, de déployer du serveur ou du conteneur, puisqu'on déploiera directement du code. Alors, bien sûr, dans la pratique, il y a toujours des serveurs en dessous, hein, ce n'est pas de la magie non plus, mais on verra en effet au travers d'une Azure Functions, par exemple, ce que représente le serverless. Eh ben parfait, ça me semble à mon programme. Et puis on continuera toujours le programme de certification à travers des slides plus que sympathiques sur la notion, sur les différentes notions de cloud, IaaS, SaaS, PaaS, et puis encore plein de choses à découvrir. Donc bah, tout simplement restez connectés pour découvrir tout ça avec nous. Et à Attention, bientôt sur Blabla Cloud. Merci beaucoup. bonne journée, au revoir.